Il y a 3 semaines, si vous aviez montré à quelqu'un le tableau de ce mondial en pointant la Norvège en quart de finale, on vous aurait ri au nez dans tout bar de sport. Personne n'avait tracé cette trajectoire. Personne ne l'avait vu venir. Au coup d'envoi du tournoi, toutes les conversations tournaient autour de 4 noms. La France, l'Angleterre, l'Argentine et, au-dessus de tout le reste, le Brésil. Quintuple champion du monde, la plus grande marque que ce sport ait jamais produite. L'équipe que tout supporter neutre espérait secrètement voir aller loin et celle que les diffuseurs devaient garder pour l'audience. La Norvège, elle, n'était traitée que comme une curiosité sympathique, une équipe avec un avant-centre géant dont tout le monde imaginait qu'elle sortirait discrètement dès l'arrivée des vrais prétendants. Sa dernière participation au mondial remontait à l'époque où Bill Clinton occupait encore la Maison-Blanche. Elle n'avait jamais gagné le moindre match à élimination directe dans l'histoire du tournoi. Une note de bas de page, rien de plus. Puis, un dimanche soir à East Rutherford, dans le New Jersey, cette prétendue note de bas de page a saisi le favori du tournoi, l'a soulevé net et l'a projeté hors de le mondial devant un stade jaune. Score final, Norvège 2, Brésil 1. Et pendant que la noblesse du football restait figée, l'homme responsable de ce séisme se tenait là, dans la nuit du New Jersey, avec le sourire. Mais voici le retournement qui rend cette histoire encore plus percutante désormais. Ce résultat n'est pas tombé du ciel. Il est tombé au milieu de la phase la plus chaotique et politique que ce mondial ait connue jusqu'ici. Une séquence où Trump lui-même a personnellement pris son téléphone pour tenter de remodeler des décisions liées au terrain. Avant de raconter comment une nation de seulement 5 millions d'habitants a démantelé le football brésilien, il faut parler de pouvoir et de ceux qui contrôlent réellement ce qui se passe ici. Car ce mondial se transforme discrètement en 2 récits parallèles. Le premier raconte comment un petit pays nordique vient de prouver que la réputation ne vous achète rien, une fois le coup de sifflet donné. Le second montre comment la réputation et les réseaux, lorsqu'ils sont aux bonnes mains, peuvent apparemment réécrire les règles avant même le coup de sifflet suivant. Partons de la tempête politique, parce qu'elle a éclaté au grand jour dans les mêmes 48 heures que le résultat norvégien et mérite d'être comprise. Juste avant que les États-Unis n'affrontent la Belgique en 8e de finale, l'attaquant américain Folarin Balogun a reçu un carton rouge direct lors de la victoire contre la Bosnie-Herzégovine, après intervention vidéo, car son pied avait touché la cheville d'un défenseur bosnien. Selon le code disciplinaire de la FIFA, un carton rouge direct entraîne automatiquement un match de suspension, sans possibilité pour l'équipe du joueur de faire appel. Cette règle vise depuis des années à éviter que les arbitres et les officiels vidéo soient remis en cause sous pression politique après le coup de sifflet final. Sauf que cette fois, ils l'ont été. Selon plusieurs médias, le président Trump a personnellement appelé Gianni Infantino plus d'une fois pour lui demander de réexaminer la sanction de Balogun avant le match contre la Belgique. Le secrétaire d'État Marco Rubio a ensuite rejoint cette campagne de pression en réclamant purement et l'annulation du carton. Quelques jours plus tard, la commission disciplinaire a levé la suspension de Balogun au titre d'une clause probatoire. Le carton rouge reste inscrit à son dossier pendant 1 an, mais la suspension réelle s'est tout évaporée. Aucune explication détaillée n'a suivi. Trump a célébré la décision sur les réseaux sociaux, remerciant la FIFA d'avoir réparé une grande injustice. La Maison-Blanche a publié sa propre célébration. La fédération belge, elle, a réagi par un communiqué furieux, jugeant ce revirement contraire à les propres règlements de la FIFA pour le mondial, et soulignant qu'aucune telle clause n'avait jamais été utilisée ainsi auparavant. Depuis, des informations suggèrent qu'une cellule de la Maison-Blanche chargée du mondial est allée encore plus loin, en préparant de fait une contestation de style juridique sur la manière dont les décisions d'arbitrage vidéo sont prises ici, une initiative qui, si elle aboutissait, pourrait ouvrir la porte à des équipes contestant les arbitres devant les tribunaux plutôt que sur le terrain. Mettez cela à côté de l'histoire norvégienne, et le contraste devient presque impossible à ignorer. D'un côté de ce tournoi, un quintuple champion du monde, fort de tous les avantages historiques,
a tout de même perdu loyalement contre un pays qui l'a mieux joué, sans astérisque, sans coup de fil, sans décision annulée. De l'autre, le dossier disciplinaire du co-organisateur a été réécrit à travers une conversation privée entre un chef d'État et le patron du football mondial. Cela pose exactement la question que les critiques, dans et hors du sport, répètent depuis qu'Infantino a remis à Trump un prix de la paix ad hoc lors du tirage au sort de le mondial en décembre. L'indépendance de la FIFA comme instance dirigeante peut-elle survivre à l'organisation d'un tournoi s'il y est à Washington, ou l'institution est-elle discrètement devenue le prolongement du bureau ovale au moment du coup d'envoi? Rappelons que cette même période a vu un groupe de parlementaires au Royaume-Uni demander officiellement à la FIFA d'envisager d'exclure les États-Unis des grandes compétitions, citant des opérations militaires extérieures, notamment la capture du président du Venezuela lors d'une opération cette année, ainsi que des menaces répétées envers d'autres nations liées à le mondial, de la Colombie au Mexique en passant par le Danemark, dont le Groenland a été visé par des propos d'annexion de la part et du président américain. La FIFA est ainsi restée quasi silencieuse sur la motion, comme elle l'est restée pendant plusieurs jours sur les raisons exactes pour lesquelles l'article 27 de son code disciplinaire a soudain été invoqué dans le cas Balogun d'une manière dont personne ne semblait se souvenir. Des organisations de défense des droits humains avaient averti, des mois avant même le début du tournoi, qu'un mondial partiellement organisé sur le sol américain, sous une administration élargissant à la fois ses actions militaires extérieures et son contrôle migratoire intérieur, risquait de devenir ce qu'elles appelaient une scène de mise en marque autoritaire plutôt qu'un événement sportif. Que l'on adhère entièrement ou non à cette lecture, difficile de voir une suspension se dissoudre silencieusement après un appel présidentiel, sans ressentir un peu plus le poids de cet avertissement. Revenons maintenant au terrain, car le football lui-même, loin du vacarme, a raconté sa propre histoire sur le pouvoir et sur ceux qui le méritent vraiment. Il faut comprendre qui sont les Norvégiens, car petit poussette courageux ne suffit pas à décrire ce qui s'est passé au MetLife Stadium. Oui, ils ont Erling Haaland, l'un des attaquants les plus meurtriers du monde actuellement. Un homme arrivé ici avec 30 buts inscrits lors de ses 17 dernières apparitions officielles avec son pays. Tout le monde savait cela. Ce que presque personne hors de Norvège n'avait vu, c'est l'équipe bâtie autour de lui. Une sélection menée par Martin Ødegaard, façonnée pendant près de 6 ans par Ståle Solbakken, et qui avait écrit l'histoire plus tôt ici en remportant son tout premier match à élimination directe en mondial contre la Côte d'Ivoire. Ils sont arrivés en Amérique sans pression et sans projecteur, car personne ne les plaçait parmi les grands noms du football. Et dans un tournoi qui avait vu le Cap-Vert terrifier l'Argentine et le Paraguay renvoyer l'Allemagne à la maison plus tôt que prévu, la Norvège vient d'offrir le rappel le plus retentissant jusqu'ici. La réputation ne défend rien une fois que le ballon roule. Pourquoi les a-t-on ignorés si longtemps? Une partie de la réponse tient à l'éloignement des projecteurs. Un pays de seulement 5 millions d'habitants, absent de le mondial depuis les dernières années du siècle précédent, ne porte pas le mystère intégré d'un Brésil ou d'une France, même quand il progresse en coulisses. Et une autre partie de cet angle mort s'appelait Haaland lui-même. Pendant des années, le récit dominant a voulu que la Norvège possède un talent individuel presque anormal, coincé dans un programme incapable même d'atteindre les grands tournois. On a donc appris à le traiter comme une curiosité de highlights, plutôt que comme la pointe d'un véritable prétendant. Cette histoire était dépassée avant ce mondial. Le dimanche soir du New Jersey n'a été que l'instant où le monde a compris. Voici ce qui devrait faire le plus mal au Brésil. La Norvège n'a pas gagné en garant 10 joueurs devant son propre but dans l'espoir d'arracher un hold-up. Elle a gagné en faisant la seule chose que personne n'attendait. Elle n'a pas joué plus brésilien que le Brésil. La Norvège a contrôlé environ les 2/3 du ballon sur les 90 minutes. Elle a réussi 617 passes contre 279 pour le Brésil. Prenez un instant la mesure de cet écart. Les champions du monde, la nation qui a donné à ce sport l'expression jogo bonito, le beau jeu, n'ont eu que 34% du ballon et ont seulement réussi à construire une séquence offensive cohérente de toute la soirée, pendant que les Norvégiens faisaient patiemment circuler le jeu au milieu,
avec Ødegaard dictant le tempo, comme si le match se déroulait entièrement selon ses règles. Pendant 90 minutes, la Norvège a ressemblé davantage au Brésil historique que le Brésil lui-même. Ce n'est pas une accusation que l'on lance facilement ici, c'est ce que les statistiques et le regard ont confirmé, chacun de leur côté. La Norvège a annoncé ses intentions presque immédiatement. Dès les 3 premières 5 minutes, elle avait envoyé le ballon au fond des filets par l'intermédiaire du milieu Patrick Berg, avant qu'un hors-jeu serré, confirmé par la vidéo, n'efface le but. Elle n'était pas venue survivre et contrer. C'était une équipe arrivée avec l'intention de gagner dès le coup d'envoi, face aux favoris du tournoi, dans un stade massivement rempli de jaunes brésiliens. Cela ne signifie pas que le Brésil a abandonné le match sans combattre, car ce ne fut pas le cas. En première période, le Brésil a obtenu un penalty après une faute sur l'attaquant Matheus Cunha dans la surface, une action d'abord manquée par l'arbitre sur le terrain, avant que l'assistance vidéo ne corrige justement la décision. Tout le stade s'attendait à voir Vinicius Junior, enfin dans le tranchant que le Brésil espérait depuis le début du tournoi, s'avancer pour le tirer. La responsabilité est revenue au milieu Bruno Guimaraes, un joueur qui tire rarement les pénaltys, en club, apparemment choisi sur la base d'un modèle statistique interne. Il a haché sa course d'élan et envoyé une frappe molle directement dans les bras du gardien norvégien Ørjan Nyland. Plus tard dans le match, le jeune attaquant Hendrik est entré en jeu et s'est retrouvé en position en quelques secondes, avant un contrôle trop long et une frappe tirée à côté du poteau. Non, ce résultat n'a donc pas été un accident construit uniquement sur la défense norvégienne. Mais le football se souvient longtemps ceux qui enterrent leurs occasions dans les moments décisifs. Et ce soir-là, une seule équipe l'a fait. Le tournant fut tactique et le mérite revient à l'homme assis sur le banc norvégien. À la pause, alors que le match restait fermé et que Haaland était seulement impliqué dans le flux du jeu, Solbakken ne s'est pas replié dans une carapace défensive. Il a parié. Il a sorti ses 2 ailiers titulaires et lancé Andreas Schjelderup, 22 ans, ainsi que l'attaquant Oscar Bob. Presque aussitôt, Schjelderup a déchiré le match sur le flanc gauche et a créé les 2 buts de la Norvège. Voilà un entraîneur qui lit correctement un match à élimination directe en temps réel et qui a le courage de changer une rencontre alors même que son équipe n'est pas encore menée. Une fois le match ouvert par la Norvège, le joueur que personne ne veut voir rôder dans sa surface est enfin entré en scène. 79 minutes durant, Haaland était resté patient, se nourrissant de miettes, attendant son moment. Puis Schjelderup a centré dans la surface et Haaland s'est élevé au-dessus du défenseur brésilien, Gabriel Magalhães, le central d'Arsenal qui le combat depuis des années en Premier League, et l'a dominé dans les airs. Il a frappé le ballon de la tête avec une telle puissance que l'un des défenseurs les plus solides du football s'est retrouvé au sol, tandis que Haaland partait célébrer. 1-0. Puis, au cœur du temps additionnel, avec un mètre d'espace juste à l'entrée de la surface, il a enroulé une frappe basse hors de portée du gardien Alisson, pour un 2e but trop clinique pour paraître réel. 2 buts, c'est 6e et 7e du tournoi, qui le ramènent à hauteur de Lionel Messi et Kylian Mbappé, en tête du classement des buteurs. Et quel duel à 3 cela devient, car ces 3 joueurs incarnent 3 formes de danger totalement différentes. Messi apporte l'art, la vision construite sur 2 décennies. Mbappé apporte une vitesse aveuglante qui transforme les demi-occasions en certitudes. Haaland apporte une violence pure, physique, devant le but, de celle qui laisse derrière lui un défenseur de classe mondiale dispersé sur le gazon. La réaction qui a suivi a résumé toute l'histoire de ce match en 2 images opposées. D'un côté, Haaland menait la célébration désormais célèbre de la Norvège, ce mouvement de rame inspiré des Drakkar Vikings, en battant le rythme devant les supporters qui avaient fait le déplacement, pendant qu'à Oslo, au pays, des milliers de personnes rassemblées devant des écrans géants ramaient avec lui au milieu de la nuit, tout un pays ivre de joie. Il a parlé de l'une des journées les plus folles de l'histoire du sport norvégien, et tout indique qu'il le pensait sincèrement. De l'autre côté se tenait Neymar, entré tardivement sous une ovation immense,
a tenté quelques gestes avant de transformer un penalty presque inutile au fond du temps additionnel, puis de s'effondrer en larmes sur la pelouse. À 34 ans, c'était presque certainement sa dernière vraie chance de gloire mondiale, refermée par un adversaire plus jeune, plus fort et plus affamé à l'autre bout du terrain. Les joueurs brésiliens n'ont même pas quitté la pelouse au coup de sifflet final. Plusieurs sont restés figés ou affalés sur le banc, les yeux perdus dans le vide, comme si refuser de sortir pouvait, d'une manière ou d'une autre, annuler ce qui venait de se passer. Le naufrage brésilien mérite d'être pris au sérieux pour lui-même, séparément de la célébration norvégienne, car il s'agit désormais de son élimination la plus précoce depuis 1990. Le pays enchaîne 6 Coupes du Monde, sans soulever le trophée, la plus longue disette de son histoire. La 6e étoile sur ce célèbre maillot jaune paraît désormais plus lointaine qu'elle ne l'a été depuis des années. Carlo Ancelotti, l'un des plus grands entraîneurs de club, avait été recruté pour mettre fin à cette attente, et il n'a même pas passé les 8e. Il a hérité d'un groupe inachevé, avec un Endrick de 19 ans pas encore prêt à porter l'attaque, et un milieu qui s'appuie encore lourdement sur des jambes vieillissantes. Même Ancelotti a reconnu après le match que le projet avait besoin de jeunes talents pour avancer. Son verdict public s'est résumé à guère plus qu'un haussement d'épaules et une promesse. L'équipe utiliserait cette défaite comme carburant pour la suite. Ce qui soulève la question inconfortable que le football tourne depuis des années. Le Brésil est-il encore une très grande équipe ou est-il devenu une grande marque vivant de son histoire? La bonne humeur, les maillots jaunes iconiques, des décennies de capitale sympathie, la mythologie mondiale autour du style samba, tout cela reste du marketing de référence. Le football réel, lui, n'est tout plus haut niveau depuis très très longtemps. Et cet écart entre marque et performance explique exactement pourquoi ce résultat ressemble à un désastre financier discret pour les organisateurs. Il faut comprendre comment fonctionne réellement l'économie d'un mondial. Le Brésil n'est pas une sélection parmi d'autres. Il est, de loin, l'équipe la plus vendable de toute la compétition. Son maillot se vend partout sur la planète. Son seul nom fait grimper les audiences de télévisées presque partout. C'est l'aimant qui attire les spectateurs occasionnels venus spécifiquement pour Neymar, pour Vinicius, pour toute cette mythologie samba construite au fil des décennies. Quand le Brésil va loin dans un tournoi, les sponsors et les diffuseurs gagnent vraiment de l'argent et le public occasionnel continue de regarder. Quand le Brésil rentre chez lui en 8e de finale, une grande part de ce public mondial rentre avec lui. Ainsi, pendant que les romantiques du monde entier célèbrent une superbe histoire d'outsider, quelque part dans une réunion marketing de la FIFA, il y a très probablement un tableur qui vire silencieusement au rouge. C'est précisément le scénario que les organisateurs redoutaient le plus. L'un des joyaux commerciaux de la compétition a disparu, remplacé par un petit pays du Nord de 5 millions d'habitants, que la plupart des spectateurs occasionnels n'auraient même pas su placer sur un tableau il y a un mois. Ce qui mène l'histoire à la question qui compte avant le prochain tour. Jusqu'où la Norvège peut-elle raisonnablement aller? Elle est en quart de finale du mondial pour la première fois. Elle reste désormais invaincue contre le Brésil sur 5 confrontations réparties sur plusieurs décennies. Elle avance avec un attaquant qui joue actuellement le meilleur football de sa carrière et un milieu de terrain qui vient de contrôler la possession contre un quintuple champion du monde sur la plus grande scène. Solbakken, fidèle à son calme habituel, a refusé de s'enflammer après coup, se contentant de dire que son équipe avait atteint les 8 derniers et verrait la suite. Ces joueurs savent exactement ce qu'ils viennent d'accomplir. Leur prochain adversaire est l'Angleterre, à Miami samedi prochain, une équipe anglaise cabossée qui a survécu à une victoire chaotique 3-2 contre le Mexique, co-organisateur à Mexico, et qui arrive maintenant en quart de finale sans le confort de l'avantage à domicile. La Norvège entrera au Hard Rock Stadium en croyant vraiment pouvoir gagner parce qu'elle vient de prouver la leçon que tout ce mondial répète encore et encore. L'écusson sur le maillot ne décide pas un match. C'est l'équipe qui joue vraiment le mieux ce jour-là qui le fait. Cette leçon, toutefois, ne s'applique manifestement qu'une fois le coup de sifflet de l'arbitre donné.
hors du terrain dans les bureaux disciplinaires et les appels téléphoniques entre présidents et dirigeants de fédérations. D'autres règles semblent actuellement en vigueur, un monde où un appel du bon bureau peut apparemment accomplir ce qu'aucune procédure d'appel n'était censée permettre. La Fédération belge a laissé entendre qu'elle pourrait réclamer des clarifications sur la manière dont l'article 27 a été appliqué au dossier Balogun, et des observateurs neutres dans tout le football européen commencent à demander si cela crée un précédent que des fédérations plus riches ou mieux connectées pourraient exploiter dans les futurs tournois. De son côté, la FIFA n'a donné aucun signe indiquant qu'elle entend changer de cap ou mieux expliquer son raisonnement. Infantino lui-même a soutenu que la FIFA ne pouvait pas être censée résoudre les problèmes géopolitiques, une formule qu'il a employée lorsqu'il a été interrogé sur d'autres controverses impliquant d'autres nations. Les critiques à l'intérieur du sport voient de plus en plus cette formule comme un bouclier commode plutôt que comme un véritable principe, surtout maintenant qu'un président américain en exercice a montré aux yeux de tous qu'un appel privé pouvait apparemment aller plus vite que le code disciplinaire de la FIFA. Cette mondiale revient donc sans cesse au même thème de fond, par deux chemins différents. Sur le terrain, une petite Norvège sans grand prestige vient de prouver que l'histoire, la réputation et la valeur marchande ne signifient absolument rien une fois le match commencé. En dehors du terrain, un dossier impliquant la nation co-organisatrice vient de montrer que la réputation et les réseaux politiques peuvent apparemment encore infléchir les résultats quand les enjeux sont assez grands et que la bonne personne décroche son téléphone. La Norvège a gagné sa place en quart de finale avec 617 passes, une patience tactique et 2 buts du meilleur attaquant du monde. Balogun a conservé sa place ici grâce à une intervention très différente. Ces deux résultats font désormais partie à jamais de la même histoire du mondial, que la FIFA souhaite ou non que cette comparaison soit faite. Et c'est exactement le genre de contraste qui maintiendra la politique de ce tournoi aussi bruyante que son football jusqu'aux derniers tours.